Salut à tous et bienvenue sur le Moyen-Âge dans tes oreilles, le podcast qui vous fait revivre cette période fascinante de notre histoire. Guerre, épidémie, meurtres et trahison, mais aussi art, avancées scientifiques, foi et philosophie, laissez-moi vous raconter le Moyen-Âge comme si vous y étiez vraiment. Aujourd'hui, je vous propose un voyage dans le temps et dans l'espace pour rencontrer une femme exceptionnelle. Sa vie a été un véritable conte de fées, comme l'histoire en réserve parfois aux innombrables âmes qui ont foulé cette terre. Actrice et prostituée, née dans les bas-fonds de la tentaculaire Constantinople, elle a réussi, à force d'énergie, de sacrifice et d'une bonne dose de chance, à franchir les portes du palais pour s'asseoir sur le trône d'impératrice. De la poussière à la pourpre, du plomb à l'or, je vais vous raconter l'histoire de Théodora, l'impératrice hors norme qui a marqué le VIe siècle. Allez, c'est parti! Constantinople, l'an 495 de notre ère. Depuis sa refondation par Constantin en 330, l'antique Byzance s'est développée à une vitesse fulgurante, jusqu'à devenir, dans les dernières années du 5e siècle, une métropole tentaculaire, grouillante de vie. 400 à 600 000 âmes s'abritent derrière les puissantes murailles édifiées par l'empereur Théodose, baignées par l'air du large qui souffle le long du Bosphore. En découvrant ce lieu exceptionnel, le voyageur du 5e siècle ne pouvait avoir aucun doute. C'était bien la Nouvelle Rome. L'antique puissance romaine semblait avoir été recréée ici, pendant que l'ancienne capitale impériale s'enflammait et sombrait sous les épées des guerriers wisigoths et vandales. Ici, à quelques 1700 km des 7 collines qui ont vu naître puis s'éteindre la gloire des empereurs romains, tout semblait prêt pour un nouvel âge d'or. Une immense artère commerçante, la Mézès, s'étirait sur près d'1 kilomètre au travers de la vaste agglomération. Ce long fleuve urbain prenait sa source sur l'Augustéon, le forum central de Constantinople. Symboliquement, ses premiers mètres jaillissaient du Milion, le point central de toutes les routes de l'Empire, le centre du monde romain. Sur son chemin, l'artère longeait tout ce qui constituait la ville. Les échoppes, placées sous les portiques typiquement romains, les églises dont l'opulence égalait celle des anciens temples païens, les places publiques aménagées par les empereurs successifs et les grands bains publics. En poursuivant son cours, elle perçait l'enceinte qui protégeait la cité et rencontrait la zone tampon qui assurait le bon fonctionnement de cet immense creuset humain, garni de jardins pour la nourrir, de citernes et d'aqueducs pour l'abreuver, et de nécropoles offrant une dernière demeure. Constantinople, en cette fin de 5e siècle, est une ville prospère. La richesse de la Nouvelle Rome se lit partout, où que l'on tourne le regard. Sur les statues en argent qui glorifient sur l'Augustéon les grands empereurs du passé, sur les innombrables églises qui émaillent la cité et rivalisent de splendeur, et même dans les noms donnés aux différents quartiers. Cruzone Queyras, la Corne d'Or, qui baigne de ses eaux la frontière nord de la ville. Cruzeia Pillet, la Porte d'Or, qui mène vers le sud et accueille les visiteurs les plus prestigieux. Mais c'est au cœur de la cité, tout au bout de la pointe qui s'avance dans la mer, que la richesse est la plus éclatante. Au fond de l'Augustéon se déploie l'immense palais impérial, vaste construction hétéroclite agrandie en phases successives par les monarques.
Ces salles grandioses, ces boudoirs intimistes, ces galeries et ces jardins luxuriants dont les escaliers donnent sur la mer ne sont toutefois qu'un fantasme pour les habitants de Constantinople. Toutes ces merveilles restent cachées derrière les gigantesques portes de bronze qui séparent le forum, que tout le monde fréquente, du palais que seule l'élite a la chance de découvrir. Ce sas de pouvoir, c'est la Chalkée. C'est elle qui matérialise la séparation entre les deux mondes qu'abrite cette ville-monde, celui du commun et celui de l'empereur. Coupés l'un de l'autre, physiquement et symboliquement séparés, ces deux mondes se retrouvent toutefois pour de brefs instants chargés d'émotions. Le lieu de ces rencontres, c'est le cœur battant de la cité, son monument le plus emblématique, l'hippodrome. C'est ici, dans l'ambiance enfiévrée, poussiéreuse et bruyante de l'hippodrome, que Théodora fait ses premiers pas. Son père, c'est l'archotrophe Akakios. Bon, alors comme ça claque pas mal comme titre, hein, mais en fait, ça veut simplement dire dresseur d'ours. Non, en fait, même en français, ça claque. En gros, Akakios s'occupe des animaux sauvages de l'hippodrome. Contrairement à la grande époque des jeux du cirque, les ours, les lions et les autres bestioles poilues ne combattent pas dans l'arène, mais elles participent à de petits spectacles qui servent d'entracte, en fait. En l'occurrence, Akakios s'occupe des animaux qui sont possédés par la faction des Vers, qui représente l'une des deux grandes équipes de chars. Mais ça, on y reviendra. Plus vite, on rattrape pas! Ça va, je suis à fond, c'est à 2 chevaux! Ce rôle d'ostéopathe pour bêtes sauvages est donc un travail somme toute honnête, si ce n'est qu'Akakios et sa famille, dont la petite Théodora, alors haute comme 3 pommes, font de ce fait partie d'une catégorie honnie par la société romaine, celle des artistes et des comédiens. Alors, sans être des parias, les comédiens tournent plus ou moins en vase clos, en fait. Il est très difficile pour eux de sortir de cette catégorie et de trouver du travail ailleurs, car le jeu de la scène et tous les métiers qui tournent autour frappent les gens du spectacle d'une véritable macule sociale. Heureusement pour eux, ils peuvent tout de même bénéficier d'une forte solidarité en leur sein. Les gens du spectacle se soutiennent entre eux, notamment au sein de ces fameuses factions dont je vais rapidement vous reparler, ne vous en faites pas. Tout va donc bien dans le meilleur des mondes, au milieu de l'odeur fétide des grosses bébêtes, lorsqu'en 503, un drame frappe la famille. Akakios décède. Alors, on ne sait pas s'il s'est fait écraser par un éléphant dans l'exercice de son devoir ou s'il est mort de cause naturelle, toujours est-il que la mère de Théodora se retrouve veuve avec ses 3 filles. Plutôt précaire comme situation, il faut bien l'avouer, mais normalement, tout devrait bien se passer. Une règle tacite veut que les fonctions du spectacle soient héréditaires. Donc il suffit à la veuve de se remarier et son nouveau mec pourra à nouveau aller s'occuper des ours. Sauf que là, coup de théâtre, sans mauvais jeu de mots, quelqu'un d'autre est pris à ce poste par le maître de danse. Oui, il y a une hiérarchie, le maître de danse décide et le dresseur d'ours s'exécute, c'est comme ça. Pour la petite famille, cette décision est une catastrophe. Ça veut dire que le nouveau mari, qui est lui-même sûrement issu du monde du spectacle, aura beaucoup de mal à trouver du travail. Le spectre de la misère commence déjà à planer au-dessus du toit familial. Mais on ne va pas se laisser faire, non mais oh. La mère a du ressort. Elle prend ses filles avec elle et décide d'aller se donner en spectacle dans l'hippodrome. Et là, il faut un peu imaginer la scène. Les gradins sont pleins à craquer, l'empereur est là-haut dans sa loge et la mère de Théodora se pointe, habillée en pleureuse, telle une image vibrante de la pauvreté et de la misère qui l'accable. Ses 3 petites filles l'accompagnent, la mine contrite pour inspirer la pitié.
Le petit groupe se présente devant le maître de danse de la faction des Verts pour lui demander humblement de changer d'avis et de bien vouloir restaurer la situation financière de la famille. Sauf que le bonhomme refuse catégoriquement. La mère et ses filles insistent, et alors qu'elles sont sur le point d'être chassées de l'hippodrome, ne voilà-t-il pas que le maître de danse de la faction des Bleus se présente à elles. Il se trouve que, comme par hasard, le dresseur d'ours de leur faction vient justement de mourir. Quelle tragédie! Oui, comme par hasard, oui. Que ce soit par concurrence entre les deux factions ou par pitié pour la pauvre mère, peu importe, la famille est sauvée. Maintenant que tout est rentré dans l'ordre, Théodora va pouvoir enfin se mettre à bosser. Bah oui, elle a quand même déjà presque 10 ans, il faudrait pas non plus qu'elle fasse son enfant gâté. Sa carrière professionnelle commence dans les pas de sa grande sœur, Komito, qui est donc, vous avez suivi, actrice. Bah oui, pas le choix, elle est issue du monde du spectacle, donc la vie commence pour elle sur les planches. Le théâtre, voilà ce qui va constituer le cadre de la jeunesse de Théodora. Venez, nous allons au théâtre. Aïe, diddle-didi, à moi la vie d'artiste. On peut porter des gilets de soie, de gros diamants presque à tous les doigts. Aïe. Et en grandissant, elle se révèle plutôt douée dans ce qu'elle fait. Sa spécialité, c'est le mime, un genre de spectacle très populaire, hilarant pour les Romains de l'époque, et surtout assez provoquant, voire même un peu obscène. Je vous passe les détails, mais apparemment, il y avait des scènes avec un cygne, enfin un gros oiseau quoi, qui picorait des graines directement sur Théodora. Et pas dans la main, si vous voulez vraiment savoir. Exceller dans le mime, ça implique en fait plusieurs qualités dont Théodora est pourvue. De la répartie, une bonne dose de confiance en soi, de la souplesse, autant physique que morale, et surtout la beauté. Et oui, les spectateurs viennent aussi se rincer l'œil, les coquins. Et même un peu plus que se rincer l'œil, si on est vraiment transparent. Dans cette ville de spectacle qui est Constantinople, beaucoup d'actrices sont également des prostituées. Pour les Romains, c'est même parfaitement naturel qu'un lien organique existe entre ces deux professions. Après tout, la société reste fondée sur les principes antiques, et se produire sur scène, c'est quelque part déjà vendre son corps. De toute façon, la comédie et la prostitution sont à peu près autant réprouvées l'une que l'autre, alors pourquoi se priver d'un revenu supplémentaire ? Les respectables matrones s'écartent des actrices dans la rue pour ne pas risquer de frôler par inadvertance l'une de ces créatures souillées, mais leurs riches maris ne sont pas toujours aussi regardants. Rapidement donc, la très jeune Théodora met du beurre dans les épinards en travaillant tour à tour sur les planches et sur l'oreiller. Alors attention, on ne parle pas ici de prostitution de bas étage, genre lupanar crasseux dans l'allée des embrumes. Serais-tu perdu, mon chéri? Ça va, je vous remercie. J'allais au chemin de... Viens avec nous. Nous t'aiderons à retrouver ton chemin. Non, rien à voir. Théodora est plutôt ce qu'on pourrait appeler une courtisane, une prostituée de luxe. Les riches hommes qui requièrent ses services n'achètent pas seulement du bon temps sous la couette, ils recherchent également un divertissement avec plus d'envergure. Et ça tombe bien puisque Théodora sait danser, chanter, mimer, peut-être même jouer d'un instrument, et son esprit acéré et vif rend sa conversation délicieusement subversive. Et en plus, pour ne rien gâcher, elle est très belle. Tous les auteurs qui parlent d'elle s'accordent à la décrire comme le modèle de la beauté au teint légèrement mat que chérissent les Romains. En bref, le travail ne manque pas. Après les ours de l'hippodrome et les satyres lubriques qui reluquent ses mouvements de bassin lorsqu'elle se produit sur scène, Théodora se met donc à fréquenter les vieux renards et autres crocodiles qui nagent dans les eaux troubles du pouvoir et de l'argent sur les rives du Bosphore. Et justement, c'est dans ce milieu qu'elle décroche, quelque part en 518, son passeport pour l'ascension sociale. Le gars en question s'appelle Ékébolos, un nom pas fameux sous lequel se cache vraisemblablement un gros bonnet.
Ékébolos est tout de même gouverneur de Pentapolle, s'il vous plaît, l'une des provinces de l'Afrique romaine. Alors aujourd'hui, ce coin correspond en gros à la partie nord-est de la Libye, autour de Benghazi. À l'époque, c'est un territoire assez coté, notamment pour la culture du blé dont Constantinople a tant besoin, mais aussi pour le murex, le drôle de coquillage dont on extrait la pourpre, cette riche couleur violacée qui est le symbole par excellence du pouvoir impérial. Au bras de son gouverneur, Théodora décide donc de tenter l'aventure. En 518, le vent gonfle les voiles du navire qui l'entraîne loin de Constantinople et de sa vie grouillante, vers l'inconnu. C'est quand même quelque chose, il faut bien se l'imaginer, un voyage maritime de presque 1000 km avec pour destination une des provinces les plus éloignées de la capitale, où sa seule connaissance sera un client qu'elle connaît depuis quelques semaines seulement. Bref, la Théodora, elle n'a pas froid aux yeux. Ah d'ailleurs, petit point sur les sources, tant qu'on y est, globalement, on connaît Théodora autant pour les sources qui lui sont super favorables, c'est-à-dire les chroniques officielles, que par celles qui l'exècrent au plus haut point. Le boss dans le genre, c'est Procope. Le gars était secrétaire du général Bélisaire et il a réussi le tour de force de rédiger à la fois une histoire officielle mielleuse à souhait sur le couple impérial, le spoil, et une histoire secrète dans laquelle il déverse toute sa haine pour Théodora, à qui il est obligé de faire des courbettes en public. Bref, ce que je vous livre ici, c'est la version tenue pour vraisemblable par les historiens. Et maintenant, retour à notre courtisane préférée. Arrivée en Cyrénaïque, notre fameuse courtisane ne compte pas rester les bras croisés. Bon, alors il faut avouer que sa vie sur place est assez mal connue quand même, donc là on est vraiment dans le domaine de l'à peu près et de l'hypothèse, en pleine émission, c'est pas sourcé. Avec Ékébolos, Théodora découvre un nouvel univers, celui de la politique. On n'arrive pas si haut à gouverner une belle province pleine de coquillages scintillants sans un sens moral très souple et de bons informateurs. En tant que courtisane officielle, c'est le rôle de l'ancienne actrice. Quand on voit comment elle réussira à manœuvrer son petit monde une fois arrivée au sommet, on se dit qu'elle a forcément utilisé la Pentapolle comme terrain d'expérimentation. Séduire, écouter discrètement, recueillir les confidences d'autres femmes bien informées, utiliser sa finesse d'esprit pour soutenir les desseins de son gouverneur de concubins, tout cela fait partie de l'arsenal qu'elle a sûrement développé durant ces quelques semaines ou quelques mois sous le soleil africain. Une véritable femme de l'ombre donc. Et oui, mais pendant quelques mois seulement. Au cours de l'année 518, qu'il a vu quitter les rives du Bosphore, la tentative d'ascension sociale capote complètement. Encore une fois, sans mauvais jeu de mots. Honnêtement, la chronologie est un peu floue, on va pas se le cacher, mais tout ce qu'on sait, c'est que Théodora est enceinte. Et que plus ou moins au même moment, Ékébolos la chasse de son palais. Et donner du sens à tout ça, c'est fichtrement ardu. Est-ce que les deux événements sont liés ? Peut-être que le gros ventre de Théodora ne plaisait pas autant à Ékébolos que son svelte corps d'adolescente, et qu'il n'avait plus de désir pour elle. Peut-être que Théodora elle-même, en dehors de la maternité, s'ennuyait ferme dans cette province lointaine. C'est pas pour rien qu'on appelle ça la province. Dans l'Empire romain de 518, la vie politique, et même la vie tout court, n'est réellement palpitante que dans la capitale, et à la rigueur dans les grandes métropoles, comme Antioche ou Alexandrie. En tout cas pour une femme qui a vécu l'existence trépidante au pied de l'hippodrome et qui a dû se battre toute sa vie pour avoir de quoi manger, l'existence plate et morne d'une courtisane officielle ne devait pas être le summum du fun. La noblesse romaine a érigé l'otium, c'est-à-dire le loisir non productif, en véritable valeur morale. Rédiger des poèmes ou des traités, lire de la philosophie, jouer de la lyre, pourquoi pas, mais il ne s'agirait pas de vraiment travailler, attention. Et ça, quand on vient du caniveau, on ne s'y fait pas. Et se regarder dans le blanc de l'œil en s'ennuyant à mourir. Alors ils ont inventé cette bigette stéréophonique pour faire de la musique, vous permettez ?
Et puis pour revenir à l'enfant, on ne sait même pas si c'est le gamin d'Ekebolos, à vrai dire. La chronologie est très floue, donc Théodora était peut-être déjà au début de sa grossesse en montant sur le bateau avec le nouveau gouverneur. Si c'est bien la progéniture de notre Kekebolos national, savoir si c'est volontaire ou accidentel, c'est encore plus nébuleux. Bref, autant dire qu'on ne saura pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Théodora se retrouve du mauvais côté de la porte du palais, dans la capitale inconnue d'une province lointaine, sans famille ni soutien, si ce n'est peut-être un petit pécule. Autant le dire franchement, c'est la galère. Une sacrée bonne galère même. L'histoire pourrait d'ailleurs s'arrêter là, au détour d'une rue malfamée d'Apollonie, sous le soleil brûlant de Cyrénaïque. Mais là, on parle de Théodora quand même, Des galères, elle en a connu d'autres. Certes, pas d'une telle ampleur en termes de profonde merdasse, mais elle a du ressort. Tenter de refaire sa vie ici en Afrique n'aurait pas tellement de sens. Elle est blacklistée auprès du gouverneur et de son entourage, ce qui l'obligerait à se prostituer dans des établissements infâmes où les clients payent mal quand ils payent. Il pensait pas tellement galipette, mais plutôt tradition. Non, la solution la plus sensée est de rentrer à Constantinople, où Théodora sait qu'elle peut compter sur sa famille, ses amis et son réseau de solidarité professionnelle. C'est donc cette idée qu'elle va mettre en œuvre. Cap sur Byzance. Un dangereux périple l'attend, s'étirant sur les 3500 km qui la séparent du Bosphore. Alors Théodora ne perd pas de temps. Elle s'élance sur cette longue route poussiéreuse, un pas après l'autre. Théodora aurait tout aussi bien pu monter dans le premier bateau venu, voguer pendant une semaine sur les flots de la Méditerranée et enfin reposer le pied dans sa chère Constantinople. Pourtant, c'est le chemin de terre qu'elle choisit, celui qui s'étire de la Pentapole jusqu'à la Corne d'Or, en passant par les provinces d'Égypte, d'Arabie, de Judée, de Syrie, de Cilicie, de Lycie et d'Asie. Peut-être voulait-elle tout simplement voir du pays et profiter de cette retraite spirituelle pour faire le point sur sa vie, elle qui a seulement 25 ans se retrouve au milieu de nulle part. Et du pays, elle va en voir, ça c'est sûr. Du majestueux delta du Nil au désert brûlant d'Arabie, des vergers de Judée aux puissantes chaînes de montagnes qui défendent le sud de l'Asie mineure, c'est franchement exotique, ça vaut le coup d'œil. Oh, c'est un joli voyage, ça. Eh bien, ce joli voyage, monsieur Maréchal, c'est vous qui allez le faire. Première étape, Alexandrie. En 518, c'est une ville gigantesque. Pas aussi grande que Constantinople, mais pas loin des 500 000 âmes tout de même. C'est déjà un véritable carrefour commercial, rôle qu'elle va conserver et développer tout au long du Moyen-Âge. Alexandrie, c'est la porte de cet Orient mystérieux, mais également l'héritière de la glorieuse civilisation égyptienne. Et pas seulement, elle a été fondée par Alexandre le Grand, le conquérant des Perses lui-même. Autant dire qu'une telle profondeur historique donne rapidement le vertige. Dans la grande cité égyptienne, Théodora renoue avec le métier qu'elle connaît le mieux, elle courtise. Et oui, il faut bien financer la suite du voyage. Et puis ça fait déjà 1000 km qu'elle marche quand même, un peu de changement dans ses activités quotidiennes ne peut faire que du bien. Sa jeunesse, sa beauté et son talent font le reste. Théodora se fait rapidement un nom dans cette cité qu'elle découvre. Et pendant que les Alexandrins tournent sur elle leur regard goulu, Théodora se passionne pour des sujets autrement plus spirituels. Alors, on ne sait pas vraiment quelle était l'obédience de la jeune femme jusqu'ici. Oh, bien sûr, elle était chrétienne. Tout le monde ou presque l'était désormais dans l'Empire, au moins officiellement. En 392, l'empereur Théodose a fait du christianisme la religion officielle de l'Empire et interdit du même coup tous les cultes païens. Mais ce n'est pas pour autant que tout le monde est d'accord, c'est même l'inverse.
En fait, c'est le contraire. L'Orient est agité par de violentes querelles dogmatiques. Et quand je dis violentes, je rigole zéro. Les prêtres se battent entre eux, à main nue, ils s'échangent des insultes et ça se bagarre à chaque concile. Et justement, théologiquement, il y a un problème qui empêche les ecclésiastiques de dormir la nuit. Ce problème épineux, c'est que le Christ, c'est quand même Dieu incarné. Né d'une humaine, mort sur la croix, il n'est pas seulement divin, il est également humain. Mais alors, comment ça cohabite, tout ça? Comment la nature humaine et la nature divine trouvent-elles leur marque dans cette colocation charnelle? Eh bien, c'est là que le bât blesse. Dans l'arène théologique, on a deux camps. À ma droite, les monophysites. Généreux et inclusif par nature, cette équipe voit le Christ comme ayant une nature unique, à la fois humaine et divine. Pas de colocation donc, mais un seul lit pour les deux. Quant à savoir comment ça cohabite avec la substance de Dieu le Père, À ma gauche, les diophysites, aussi appelés de leur petit nom les Chalcédoniens. En 451, le concile de Chalcédoine décrète que l'orthodoxie est désormais incarnée par le diophysisme. Les deux natures du Christ sont distinctes mais pas séparées, attention, il est humain et divin en même temps mais sans mélange. Et les cloches de boxe, c'est pas pour faire joli, ça se fight vraiment. Bref, vous avez compris le fond du problème, c'est technique, mais à l'époque, ça soulève les foules. À l'hippodrome de Constantinople, la faction des Verts est réputée plus ouverte au monophysisme, donc peut-être que Théodora a grandi dans cette obédience, ou en tout cas dans un univers qui lui était plutôt favorable. Toujours est-il qu'en arrivant à Alexandrie, elle met le pied dans le plus puissant bastion monophysite qui existe en Orient. Et c'est là qu'elle va vraiment trouver la foi, en quelque sorte, et se convertir pour de bon à l'idée que le Christ n'a qu'une nature unique, à la fois humaine et divine. Il faut dire qu'en ces quelques semaines dans la grande métropole égyptienne, elle a eu le temps de fréquenter tout le gratin monophysite et de s'imprégner de cette culture si particulière. Mais Alexandrie ne pouvait être qu'une étape, car c'est à Byzance que son destin l'attend. Alors Théodora repart à nouveau sur les chemins poussiéreux, franchit le delta du Nil et trace sa route vers le nord. Une nouvelle étape de plus de 1000 km l'attend avant d'arriver, exténuée, dans la troisième métropole de l'Empire, Antioche. Antioche occupe une étroite vallée. Depuis les rives de l'Oronte, le fleuve qui baigne la ville, Théodora peut voir les contreforts des montagnes au nord et au sud. Comme Alexandrie, c'est une ville ancienne, puissante, riche. Elle a même été brièvement une capitale impériale lorsque Dioclétien a décidé de diviser son pouvoir entre 4 tétrarques. Comme Alexandrie, de nombreuses cultures se sont accumulées et mélangées ici comme autant de sédiments témoignant de sa longue histoire. Antioche est romaine depuis 5 siècles et ça se voit. Ses rues tracées au cordeau, son forum, son théâtre, ses arcades aux boutiques animées et bien sûr, son hippodrome. Pour Théodora, ce monument est la promesse de retrouver les siens. Non pas sa famille biologique, mais sa famille de cœur. Et oui, qui dit hippodrome dit faction. Ah, mais on avait dit qu'on reparlerait des factions, non? Bon dans ce cas, autant profiter d'être arrivé à Antioche pour se faire un petit topo là-dessus. Alors la version simple, c'est que les factions sont des clubs de hooligans, en fait. Voilà, c'est marrant, ça ne date pas d'hier de tout casser dans les stades quand ton équipe a perdu. Mais dans la réalité, c'est un peu plus profond que ça quand même. Si on remonte dans le temps, les factions prennent en fait leurs origines dans les théâtres. Pour animer un peu, mettre l'ambiance et lancer les applaudissements au moment opportun, des groupes informels commencent à se constituer. Avec le développement des jeux du cirque et la montée en puissance de l'hippodrome, à mesure que les combats de gladiateurs et autres nomachie tombent en désuétude, les factions se professionnalisent.
À la base, dans la Rome antique, on avait 4 factions. La blanche, qui représentait les prêtres, la rouge, qui représentait les guerriers, la bleue, qui représentait les urbains, et la verte, qui représentait les les ruraux, pardon. Avec le temps, ce sont surtout les factions des bleus et des verts qui ont survécu et qui se sont solidement structurées. Mais alors du coup, c'est quoi concrètement une faction ? Eh bien, c'est une sorte d'association qu'on trouve dans les villes avec un hippodrome. Elle a la charge de financer et d'entretenir le personnel qui assure les spectacles, dont les dresseurs d'ours, par exemple, ça on connaît bien, mais aussi les actrices. Elle doit également mettre l'ambiance et ce devoir tout à fait honnête déborde fréquemment au point de causer une véritable insécurité dans les grandes villes orientales. Les factions ne sont pas vraiment politiques, cela étant. On a eu tendance à voir les bleus comme plutôt favorables au pouvoir impérial et au diophysisme, mais ce n'est pas exactement aussi caricatural que ça, visiblement. En tout cas, ces factions, c'est également le réseau de solidarité majeur des gens du spectacle. Appartenir à la faction bleue ou verte, c'est l'assurance de trouver du soutien matériel et financier lorsqu'on est dans le besoin. Une petite pièce! Tu réponds? Là, c'est trop tard, là. Je donne. Et justement, en arrivant à Antioche, Théodora est dans le besoin. Elle se met donc en contact avec les leaders de la faction des Bleus, celle qui emploie son beau-père à Constantinople. Et bien lui en prend, car c'est cet acte, qui lui est pourtant parfaitement naturel, anodin, qui va sceller son destin. En effet, en se liant avec les Bleus d'Antioche, Théodora rencontre une véritable protectrice en la personne de Macédonia. Macédonia, c'est une courtisane de haut vol. On dit qu'elle sert d'espionne au pouvoir impérial ici à Antioche et elle est connue comme le loup blanc dans les milieux où tout se joue. Rapidement, les deux femmes deviennent des amies proches, permettant à Théodora de faire à nouveau briller son étoile. Lorsqu'elle voit enfin le Bosphore étendre ses eaux devant elle, durant l'année 520, après plus de 3500 kilomètres parcourus à travers tout l'Empire, il n'y a plus rien chez elle de la jeune femme isolée et terrifiée, chassée par Ékébolos 2 ans plus tôt. Le chemin spirituel et matériel parcouru par Théodora a forgé son mental et endurci son esprit. À quoi pense-t-elle alors ? Revoir la métropole où elle a passé sa jeunesse doit sûrement lui provoquer des sentiments contraires. D'un côté, elle retrouve sa maison, ses rues qu'elle connaît bien, ses amis, sa famille. De l'autre, peut-être qu'après 2 ans de tribulation dans les immenses territoires contrôlés par l'Empire, l'idée de se poser et de reprendre son ancienne vie ne lui paraît pas très aguichante. Après tout, si elle a saisi l'occasion de partir avec Ékébolos en 518, c'est bien qu'elle voulait s'élever socialement, s'extraire de sa condition et défier le destin lui-même. La vie de courtisane ne risque-t-elle pas de lui paraître terne et morne désormais ? On ne peut savoir ce qui se trame dans l'esprit de la jeune femme alors qu'elle reprend ses marques entre l'hippodrome et la Mésée. Par contre, on sait que les rouages de son destin sont déjà en marche. Cette même année, sa nouvelle pote Macédonia l'introduit auprès d'un homme qu'elle connaît bien. Originaire de Thrace, il a déjà 40 ans, mais semble promis à la plus belle des carrières. Leurs yeux se croisent et l'amour naît en un battement de cils. Dans le regard de son crush, Théodora voit l'ambition, la puissance, la stabilité d'un destin tout tracé qu'il est prêt à assumer et à suivre jusqu'au bout. Dans celui de la courtisane, l'homme perçoit toute la force de caractère et la ténacité de celle dont il veut partager la vie. C'est-il comme un vrai gentleman absorbé dans la profondeur de ses yeux qui ont déjà tant vu, avant de s'attarder sur les courbes séduisantes qui ont déjà tant de fois éveillé le désir. L'histoire ne le dit pas, mais par contre, elle dit bien une chose. Après cette rencontre, il aura tout le loisir de contempler les deux à la fois. L'attirance fleurit en un amour puissant, tenace. Tels 2 arbres enlacés, ils vont désormais se développer et s'étirer ensemble vers le soleil. Ils jouiront désormais d'un destin partagé, scellé dans la pourpre impériale, celui de Théodora et de Justinien.
Justinien. Quel beau gosse franchement, hein. Sortir avec la plus belle courtisane de l'Empire, ça claque. Théodora s'en est sacrément bien sorti aussi, hein, parce que le gars Justinien, ça n'est pas n'importe qui. On se fait le pédigré du bonhomme? Allez, c'est parti. En 470, un homme se présente au bureau de recrutement des armées impériales à Constantinople. Honnêtement, il n'est pas beau à voir, hein, et personne ne parierait sur lui. Son nom est Justin, et c'est un paysan de la province de Dacie, sur le territoire de l'actuelle Serbie. S'il a parcouru tout ce chemin au travers des montagnes des Balkans, c'est qu'il espère pouvoir enfin manger à sa faim en tant que soldat impérial. 22 ans plus tard, le paysan de Dacie est méconnaissable. Justin est devenu un excellent guerrier, reconnu pour ses exceptionnelles capacités militaires. Il court de campagne en campagne et gravit peu à peu les échelons de la hiérarchie militaire. En 492, sa carrière est déjà un beau succès. Il en profite pour faire venir son jeune neveu, Petrus Sabatus, à Constantinople. Alors, il ne le prend pas vraiment sous son aile, vu qu'il est tout le temps parti poutrer du perse ou du go, mais il surveille et oriente de loin la carrière du jeune homme. Et là encore, le succès est total. En juillet 518, Petrus, rebaptisé entre-temps Justinien par son oncle qui l'a adopté, est lui-même un commandant militaire très en vue. En ce début d'été, Constantinople passe tout près du désastre, car la mort du vieil empereur Anastase, sans héritier, laisse un vide de pouvoir qui sent bon l'instabilité politique et les affrontements entre clans à la cour. Heureusement, par d'habiles manœuvres dont je n'ai pas le temps de vous expliquer tous les tenants et aboutissants, l'Empire retrouve rapidement sa stabilité grâce à un nouveau maître. Et ce nouvel empereur, c'est Justin, justement. C'est dingo, non? Parti de rien, le vieux soldat a réussi à propulser sa carcasse bardée de cicatrices jusqu'au trône impérial. Justin a donc 68 ans, c'est un vieillard. Un vieillard costaud, certes, mais un vieillard quand même. Je ne suis plus aussi fringant qu'à 80 ans. Pas bête, il commence donc à préparer sa succession. Et qui de mieux pour lui succéder sous la couronne que celui qui l'a préparé, durant toute sa vie, à cette glorieuse destinée. Dès son avènement, Justin propulse Justinien dans la plus haute noblesse. Charges prestigieuses, titres ronflants, dîners mondains, tout y passe. En 520 donc, lorsque Théodora et Justinien tombent amoureux, le neveu de l'empereur a déjà 40 ans environ. Et il est dans les starting blocks. La fusée Justinien est prête à décoller, mais il faudra encore attendre un petit peu, car l'oncle ne trépasse qu'en 527. Et aussitôt, presto manifesto, voilà le neveu assis sur le trône impérial. Sans drame, sans remue-ménage, du bel ouvrage quoi. Décidément, ce Justinien, c'est quelqu'un d'original. Il est parti d'à peu près aussi bas que son oncle Justin, mais il accède à la fonction suprême 28 ans plus tôt que son aîné. Et surtout, autre point qui paraît très étonnant pour ses contemporains, c'est que Justinien n'est pas marié. À 40 ans, c'est vraiment bizarre pour quelqu'un de son âge et de son rang. On peut penser qu'il n'était peut-être pas très jouasse à l'idée d'amener dans son lit une femme issue de la grande aristocratie romaine. Bien sûr, il a lui-même tous les titres d'un grand noble, mais ce milieu sait bien ce qu'il est réellement. Un parvenu, un rustre qui maîtrise mal le latin et dont se gaussent en secret tous les aristocrates biberonnés à la littérature classique. Alors se faire regarder de haut par une femme imbue de sa haute lignée, très peu pour lui. Théodora a donc doublement du bol. Le futur empereur l'aime et en plus il est dispo. Seul problème, une loi datant de l'époque d'Auguste interdit aux membres de la noblesse d'épouser une courtisane. Qu'à cela ne tienne, un petit coup de fil à son tonton empereur et pouf, la loi disparaît en 524. Alors oui, 524, le couple a attendu un peu pour officialiser leur union, parce qu'apparemment la femme de Justin, qui était elle-même une ancienne courtisane d'ailleurs, ne pouvait pas piffrer Théodora. Le 1er août 527, à la mort de Justin,
Théodora et Justinien arrivent donc au pouvoir. Alors évidemment, le pouvoir impérial ne se partage pas. Justinien en est le seul dépositaire et Théodora n'a officiellement que sa prestance, son intelligence et son habileté politique à faire valoir. En réalité, le couple sait bien que sa force réside justement dans la complémentarité des pouvoirs. Justinien dirige et ordonne, pendant que Théodora s'occupe des réseaux de l'ombre, de la toile patiemment tissée dans la haute aristocratie pour consolider le pouvoir impérial. Elle compte bien piloter ce réseau étendu à tout l'Empire, depuis la cour d'eunuques et de dames de compagnie qu'elle entretient au sein du vaste palais impérial. Et pour faire quoi alors? C'est quoi ce grand plan? Eh bien, il est ambitieux, hein. Nos deux cocos ne sont pas là pour faire de la figuration et se pavaner dans leurs grandes robes pourpres, alors accrochez-vous. Lui aussi était d'une grande arrogance et se pavanait dans le château. Mon père ne se pavanait pas. Et moi non plus. Le grand rêve de Justinien, c'est de restaurer l'ancien empire romain dans ses frontières passées, celle du Limès au temps de la grandeur de Rome. En tout cas, c'est à ce rêve qu'il va consacrer une grande partie des ressources impériales. Pas sûr qu'il l'ait eu en tête dès 527, il y a même peu de chance, mais ça va quand même le travailler pendant une bonne partie de sa vie. De toute façon, il fait bien ce qu'il veut. Et oui, avec la christianisation de l'Empire, la fonction impériale a pas mal évolué. Désormais, Justinien est la loi vivante, par la grâce de Dieu, empereur de droit divin si vous préférez. C'est lui qui constitue le lien entre Dieu et les hommes. Et clairement, ça se voit. Fini les couronnes de laurier et les toches blanches, tout ça c'est du passé, c'est has-been. Maintenant, l'empereur et son impératrice croulent sous de grandes robes à la pourpre profonde et sous les diadèmes de perles. Autant vous dire qu'ils devaient avoir bien chaud tous les deux sous cet attirail, mais l'avantage, c'est que ça vous donne un air parfaitement impérial, hiératique. Vous êtes obligé de marcher lentement et dignement pour ne pas vous prendre les pieds dans les kilomètres de tissu. D'ailleurs, pour renforcer encore l'effet waouh, Justinien et Théodora puisent dans l'antique tradition perse. Désormais, on ne s'incline plus devant le couple impérial, on leur baise la chaussure. C'est sacrément humiliant, mais ça n'est pas pour rien. Leurs personnes sont sacrées, en fait. Seul le pied, en contact avec le sol, avec la poussière et la souillure terrestre, est accessible aux simples mortels. Alors je sais pas si vous imaginez un peu la haine viscérale qui doit saisir les grands aristocrates, surtout les anciens clients de Théodora, quand ils doivent courber les chines et baiser le pied d'une courtisane parvenue. Ça doit sacrément les démanger, mais pas le choix, il faut faire avec. Sa personne est sacrée désormais. La moindre remarque ou le moindre geste déplacé, et hop, on finit dans une des nécropoles derrière les murailles. Encore un seul sifflement de ta langue fourchue, un seul, et tu iras à pied à Nottingham. Alors ça, c'est pour le décorum. Niveau politique, c'est aussi du costaud. Dès les premières années du règne, le couple a besoin d'hommes à poigne pour administrer l'immense empire et en tirer les précieuses ressources fiscales nécessaires à la défense et aux grandes constructions. Et oui, c'est pas la paix, loin de là. Les Perses sassanides, qui constituent l'autre grand empire d'Orient, font continuellement pression sur la frontière Est. Une première guerre perse doit être menée entre 528 et 532. C'est durant cette guerre d'ailleurs que se révèle le fameux Bélisaire, celui qui sera le plus grand général byzantin sous Justinien. Il remporte sa première grande victoire en juin 530 à Dara, dans l'actuelle Turquie, où il aurait tué soi-disant 8000 soldats perses. Eh bien ça, par exemple, les campagnes de Perse, ça coûte diablement cher. Et ce ne sont pas les seules dépenses, non. Dans les grandes villes, et en particulier Constantinople, il faut également financer l'anon, c'est-à-dire la distribution gratuite de blé aux citoyens. Enfin gratuite, c'est financé par l'impôt, donc c'est pas si gratuit, mais c'est quand même pas mal. Oh, à propos, il est pas bon marché ce costume. C'est pourtant vous qui l'avez payé. Et puis il y a le fonctionnement de l'administration centrale et provinciale, les constructions de remparts, d'églises, de statues, de palais, tout ça, ça coûte un max de thunes. Vous voulez des chiffres? Eh bien, je vais vous en donner. L'Empire byzantin est riche. On estime que durant le règne de Justinien, bon an, mal an, c'est environ 4 millions de sous de recettes fiscales.
Bon, alors le terme de sou ne renvoie pas à grand chose de clinquant aujourd'hui, ça c'est sûr, mais à l'époque c'est une grosse pièce d'or qu'on appelle aussi le nomisma. Donc si, ça fait beaucoup de thunes. Ça c'est l'impôt qui rentre dans les caisses. Mais alors qu'est-ce qui sort des caisses ? Eh bien pour financer les salaires de l'administration centrale et provinciale, il faut environ 1 million de sous. L'Empire byzantin est tout de même très centralisé, donc forcément il faut nourrir tous ces gras de papyrus. Ensuite, l'annone, donc les distributions de blé gratuites. Là encore, c'est pas donné, 800 000 sous juste pour Constantinople. Il faut dire qu'il y en a des bouches à nourrir dans cette ville tentaculaire. Il faut faire venir exprès des navires entiers de blé d'Égypte, ça coûte une fortune. L'armée, c'est à peu près 1 million de sous chaque année, et beaucoup plus quand on déplace tout ce beau monde pour aller poutrer les Perses et autres Goths en goguette. Si on ajoute à ça les constructions, la générosité impériale envers les églises, le soutien financier accordé aux alliés ou le tribut versé quand on veut éviter la guerre, on arrive à peu près à l'équilibre budgétaire. C'est pas mal, mais il suffit d'une grosse campagne militaire ou d'événements catastrophiques genre typhon ou tremblement de terre pour augmenter drastiquement les dépenses ou plomber les recettes. Bref, il faut surveiller ça comme le lait sur le feu. Et c'est pour ça justement que Théodora et Justinien sélectionnent les meilleurs des meilleurs. Et pour celle-ci, j'ai besoin d'une équipe en or. Il me faut les meilleurs. Les meilleurs. J'ai ça. Déjà, les financiers. Le big boss en la matière, c'est le préfet du prétoire qui s'appelle Jean de Cappadoce. Le préfet du prétoire, c'est en fait la tête de l'administration provinciale, autant dire que c'est lui qui palpe le plus question fiscalité. Et notre gars Jeannot, il est efficace, brutal même. Tout le monde le déteste car il n'a pas son pareil pour extraire la substantifique moelle fiscale de l'Empire. Il faut dire que Justinien comme Théodora ont besoin de sous et ils s'en remettent entièrement à lui pour garnir le trésor impérial. Alors, on innove. Jean de Cappadoce invente par exemple un truc rigolo qui s'appelle la taxe aérienne. Et promis, c'est pas du vent. En gros, le règlement des constructions dans l'Empire impose désormais de laisser un espace libre entre les bâtiments pour faire circuler l'air sous peine d'amende. Et ces amendes rapportent quand même 200 000 sous par an, c'est une belle inventivité, non ? Alors évidemment, avec un comportement pareil, Jeannot est le fusible idéal, mais on en reparlera. D'autant qu'il s'en met évidemment plein les poches au passage, vu que c'est lui qui centralise tout dans son palais du prétoire. S'il bosse aussi dur, c'est avant tout pour permettre aux militaires de faire leur affaire. Et là-dessus, Justinien et Théodora ont su bien s'entourer. Le général en chef, le bras droit militaire de l'empereur, est donc Bélisaire, celui dont le nom reste attaché notamment à la reconquête de l'Italie. Comme Justin et son neveu Justinien, il vient des Balkans, en l'occurrence de la Thrace, donc l'équivalent de la Macédoine actuelle. Et clairement, c'est le militaire du règne. Il est sur tous les fronts, de la Perse à l'Italie, en passant par l'Afrique et Constantinople elle-même quand ça chauffe un peu trop fort. Mais il n'est pas le seul. Côté généraux, on a aussi Cytas, un brave gars compétent et sympa, mais qui meurt malheureusement au combat en 538. Et puis, il y a aussi Narcès, un eunuque arménien passé côté byzantin, qui est monophysite, comme Théodora. Ces trois généraux sont d'une fiabilité et d'une probité infaillibles et feront beaucoup pour soutenir le régime, à l'intérieur comme à l'extérieur. Et du soutien, il va leur en falloir à Justinien et Théodora. En 532, ils sont au pouvoir depuis déjà 5 ans et ont bien pressuré le bon peuple d'impôts pour financer leur politique. La révolte gronde et nos deux lascars vont avoir l'occasion de prouver qu'ils ne sont pas là par hasard. Le trône vacille, la couronne ne tient plus qu'à un cheveu. L'année 532 va en effet les pousser dans leur ultime retranchement et forger les dirigeants implacables qu'ils vont être au cœur du VIe siècle. Comme d'habitude à Constantinople, tout commence par une course de chars à l'hippodrome.
janvier 532, l'ambiance est lourde dans l'immense hippodrome. Les 50 000 spectateurs entassés sur les gradins n'ont pas leur allégresse habituelle. La population de l'Empire est à bout de souffle. La pression fiscale imposée par le préfet du prétoire, aggravée par le détournement massif qu'il ajoute à l'impôt légal, pèse trop lourd sur les épaules des Byzantins. Une série de séismes et de sécheresses durant l'année 530 a rendu la situation encore plus tendue. C'est clair, quelque chose va péter si ça continue. Ce jour-là, durant la course de chars, une bagarre violente éclate entre les Bleus et les Verts. Le motif pourrait être politique, mais peu importe. Tout le monde est à fleur de peau. La moindre étincelle peut enflammer un brasier. La bagarre dégénère et le préfet de la ville doit ramener l'ordre par la force. 7 fauteurs de troubles sont saisis et condamnés à mort. L'exécution doit avoir lieu le lendemain. Et oui, c'est expéditif, la justice byzantine. Le lendemain, donc, les 7 hommes font face à la potence. Le bourreau s'occupe de nouer les cordes, mais la foule en colère lui met une telle pression que 2 des pendus tombent à terre sans que leur nuque ne se soit brisée. Pour le peuple de Constantinople, le message est clair. Dieu est du côté de ces 2 pauvres hommes, injustement condamnés par le pouvoir impérial. Mais Justinien n'en a cure. Il pense avoir la situation bien en main. Le lendemain, les courses de chars reprennent et plusieurs membres des factions demandent à l'empereur de gracier les 2 hommes, réfugiés dans une église pour échapper au préfet. 3 jours durant, la même demande lui est adressée, 3 fois refusée. Justinien ne veut pas céder, il en va de sa dignité impériale, il ne peut pas se laisser fléchir dans l'exercice de la justice confiée par Dieu. Sauf que là, c'est trop. Le 13 janvier, les factions s'unissent et la tension tourne à l'émeute. Ils beuglent le cri de victoire habituellement réservé aux vainqueurs de la course. Nika! 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 La foule vocifère et se déverse dans toute la ville avec une violence incontrôlée. Sainte-Sophie s'écroule dans les flammes, le forum est ravagé, la porte même du palais impérial est assiégée par le brasier. Justinien est déterminé à garder son pouvoir. Bélisaire tente une sortie avec ses gardes du corps, mais le massacre excite encore plus la foule assoiffée du sang impérial. Pourtant, l'empereur s'entête. Le lendemain, il se présente dans sa loge personnelle à l'hippodrome en image hiératique du pouvoir brandissant l'évangile. Le message est clair. Le pouvoir de Justinien vient de Dieu. Le défier, c'est s'opposer à la volonté du Créateur lui-même. Pour assurer ses arrières, il en profite pour chasser du palais le prince Hypatius, un neveu de l'empereur auquel Justin a succédé en 518. Justinien craint en effet que les membres de l'ancienne dynastie impériale ne tentent un complot contre lui. Malgré les dénégations terrifiées d'Hypatius, l'empereur le fait jeter dehors face à la foule en colère. Pas très stratège, notre Justinien. Le peuple se saisit du prince tout tremblant, mais pas pour le mettre en pièces. Au contraire, il le couronne empereur. Contraint par la foule, Hypatius grimpe dans la loge impériale à l'hippodrome et revêt la grande robe pourpre, symbole du pouvoir. L'émeute vient de tourner à la sédition. Un empereur concurrent est acclamé par la foule en délire. Derrière les hauts murs du palais, c'est l'effroi. La ville est en flammes, l'épaisse fumée noire obscurcit le ciel, on suffoque dans les riches salons et les délicieux jardins qui sont habituellement un véritable paradis sur terre. Le monde de Justinien vacille, il est au bord de l'abîme. Ses courtisans terrorisés ne sont d'aucune utilité, Bélisaire est impuissant et l'immense population de la ville semble prête à déferler sur le palais telle une lame de fond que rien n'arrêtera. Il n'y a plus qu'une seule solution. Fuir. Le palais dispose de son propre port privé. De là, Justinien pourra gagner le continent et sauver sa peau. Désespéré, il s'apprête à donner l'ordre d'évacuer lorsque Théodora se redresse. Pour l'empereur, le pouvoir a été une conquête facile, tout l'y prédestinait. La jeune femme, elle, a dû arracher son succès au destin lui-même. Elle ne laissera pas ainsi tomber son trône, ni celui de son époux.
Face aux courtisans terrorisés et à Justinien prêt à sauter dans son bateau, elle prononce ces paroles qui resteront gravées dans la postérité. Nous sommes tous nés pour mourir, mais quand on est parvenu à la plus haute marche du pouvoir, il est inenvisageable de continuer à vivre après l'avoir perdu. Que Dieu ne permette pas que j'enlève mon manteau de pourpre, ni que je paraisse en public sans être saluée comme une impératrice. Quant à vous, César, si vous désirez vous sauver, il n'y a rien de plus facile. Vous avez l'argent, vous avez la mer et des vaisseaux, mais prenez garde qu'après avoir quitté votre palais, vous ne quittiez bientôt le monde. Après tout, aucun tombeau n'est plus beau que le trône impérial. Sacrée femme, hein ? En tout cas, le coup de pression fonctionne. Justinien se ravise et passe en mode contre-offensive. Bélisaire et Narcisse ratissent le palais pour rassembler tous les mercenaires barbares qu'ils trouvent. Ils commencent par utiliser les immenses ressources du trésor impérial pour soudoyer certains membres des factions et désolidariser les émeutiers. Ils sentent enfin que la foule se relâche, que l'édifice populaire se craquelle. Le signal de la curée est alors donné. Encerclés dans l'hippodrome par les mercenaires de Bélisaire, les émeutiers sont massacrés sur la piste même où leurs idoles s'affrontent habituellement pour la victoire. La sédition se termine en un bain de sang et les hommes massacrés par Bélisaire sont sommairement enterrés directement dans l'hippodrome. Le pouvoir impérial est désormais assis sur une pile de cadavres, mais le trône est sauvé. Justinien et Théodora resteront en place. On a frôlé la catastrophe. Le signe le plus flagrant de la nouvelle stabilité politique, c'est la reconstruction de Sainte-Sophie. Détruite par les flammes allumées durant l'émeute, l'ancienne église fait peau neuve et adopte l'aspect qu'on lui connaît aujourd'hui, avec l'incroyable coupole de 33 mètres de diamètre, qui est à l'époque une véritable prouesse technique. Bien joué Justinien, tu viens de construire le symbole par excellence de Constantinople puis d'Istanbul, encore debout et en forme 15 siècles plus tard. Franchement chapeau. Après la sédition, Jean de Cappadoce est de retour aux affaires et Théodora, qui s'est illustrée par son courage face au chaos, va pouvoir encore affermir son pouvoir sur le palais impérial. Alors, on a eu tendance, avec la redécouverte de ce personnage exceptionnel, à lui attribuer une mainmise presque totale sur le destin de l'Empire. Ce genre d'histoire brode en fait sur la fameuse figure de la femme de l'ombre, l'épouse qui dirige vraiment le royaume, pendant que son mari Phalo porte la couronne, mais pas la culotte. Alors là, c'est tout de même un peu exagéré. Déjà, Justinien n'a rien d'un Phalo, au contraire, c'est une brute de travail, il dort peu, se conduit très sobrement et semble complètement absorbé par les affaires de l'État et la conduite de son grand rêve de reconquête impériale. Pas le genre d'homme donc à se faire mener à la baguette. En fait, si on prête une telle influence à Théodora, c'est surtout parce que beaucoup de choses changent en termes législatifs concernant les prostituées, les artistes et les femmes en général durant la première partie du règne de Justinien. Une véritable guerre est menée contre les lupanards, dont beaucoup sont fermés durant ces années cruciales. La Novelle 14, une loi promulguée en 535, chasse carrément les proxénètes de Constantinople. Prostituer une femme contre son gré devient un véritable crime et la prostitution devient un motif de libération automatique pour une esclave. Dans le même temps d'ailleurs, la condition juridique des femmes commence à s'améliorer. L'adultère féminin n'est désormais plus puni de la peine de mort, mais seulement de l'enfermement à vie au monastère. Ce fut lui qui supprima le supplice du pal et de l'écartèlement. Grâce à lui, les condamnés eurent désormais le choix entre les mains tranchées ou la prison à vie. Quel homme! L'adultère masculin devient un motif légitime de divorce, ce qui est une vraie évolution pour le coup. Les lois empêchant une femme libre d'épouser un esclave s'assouplissent et le concubinage ouvre désormais le droit à une certaine protection juridique. Et puis évidemment, Justinien en est le premier bénéficiaire, il y a l'évolution des anciennes lois romaines interdisant le mariage des actrices avec un aristocrate. Théodora elle-même donne de sa personne d'ailleurs. Elle fonde un couvent dans les Dardanelles, côté asiatique, qu'on appelle le palais de la métanoïa, c'est-à-dire la maison de la repentance.
Dans ce couvent, elle place 500 prostituées qu'elle a rachetées pour 5 sous d'or chacune, afin qu'elles puissent y mener une existence plus paisible et être libérées du fardeau de leur horrible travail. Donc effectivement, ça fait pas mal, hein, c'est vrai. Sauf qu'en réalité, le tableau est tout de même largement à nuancer. Déjà, aucune source ne nous permet d'affirmer que Théodora elle-même a pesé sur la législation en faveur des femmes et de ses ex-collègues. C'est possible, hein, mais on ne peut pas l'affirmer avec certitude non plus. De toute façon, ce serait anachronique de voir en l'impératrice une féministe avant l'heure. L'évolution de la législation est en fait plutôt liée à la progression des nouvelles valeurs chrétiennes au sein de la société. Pour le christianisme franchement pas très rigolo, hein, plutôt aride du VIe siècle, les femmes et les hommes ont la particularité d'être égaux, oui, mais égaux devant le péché. Dans la Rome païenne, la fréquentation des prostituées, bien qu'étant infamante, pouvait à la rigueur être perçue comme une expression de la puissance virile. Pour les penseurs de l'église byzantine, la puissance virile, on s'en fout, c'est franchement has-been. Ce qui compte, c'est la pureté du corps et de l'esprit. Fermer les bordels et expulser les proxénètes, c'est donc avant tout une mesure religieuse et pas une mesure de progrès social, hein, comme on dirait aujourd'hui. Et quant au fameux monastère des prostituées repenties, hein, l'historien Procope, dont on a déjà parlé, raconte une toute autre histoire. Selon lui, les femmes auraient été en fait rachetées pour une bouchée de pain et le couvent de la Métanoïa était bien plus une prison qu'un havre de paix. D'ailleurs, il affirme que plusieurs des prostituées repenties se seraient jetées dans la mer du haut de ses remparts plutôt que d'y rester enfermées toute leur vie. Ambiance. Ce qui renforce encore l'idée d'une Théodora assez éloignée de l'esprit de progrès social, qui est de toute façon, je le répète, parfaitement anachronique, eh bien c'est que l'impératrice n'était clairement pas un modèle de douceur et d'altruisme. Et c'est logique, on n'arrive pas à s'asseoir à la droite du trône impérial sans une bonne dose de roublardise, un caractère en acier trempé et un sens moral en béton armé. Plongeons donc maintenant, si vous le voulez bien, dans le réseau de l'ombre piloté par Théodora pour soutenir le pouvoir impérial. Soulevez la tenture, entrez dans l'univers feutré des salons aux murs ornés de mosaïques brillantes, détendez-vous au son du vent bruissant doucement dans les branches des palmiers et tendez l'oreille pour entendre le murmure des complots qui se trament dans ce palais aux 1000 recoins. Donc, comme je vous le disais, Théodora rigole zéro quand il s'agit de consolider le pouvoir impérial. Justinien a pour lui la loi divine et l'impératrice a son esprit aussi retors qu'aiguisé. Son mode opératoire, c'est de placer ses pions un peu partout pour tisser un réseau de renseignements tentaculaire et totalement acquis à sa cause. Tenez, prenez Bélisaire par exemple, le grand général de Justinien. Eh bien, Théodora le case avec une de ses amies de longue date, Antonina. Les deux femmes, en fait, se sont rencontrées dans leur jeunesse. Elles étaient du même monde puisque le père d'Antonina était conducteur de char et sa mère était actrice. En 530, elle devient donc l'une des femmes les plus puissantes de l'Empire en épousant le héros du front perse. Pour l'impératrice, c'est la situation parfaite. Antonina va pouvoir l'informer de tous les faits et gestes du grand général, éventuellement influencer un peu son comportement si besoin, et vu l'importance militaire du bonhomme, il paraît raisonnable à Théodora de l'avoir bien à l'œil. Alors ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est que cette union lui donnerait quand même quelques cheveux blancs. Antonina n'est pas des plus fidèles ni des plus discrètes, et le couple construit par Théodora traverse de fréquentes crises de jalousie. Il faut dire que Bélisaire devient rapidement la risée du grand monde, autant pour les infidélités de sa femme que pour sa facilité à lui pardonner le mal qu'elle lui fait. Mais de toute façon, avec la terrible impératrice comme chaperonne, il ne devait pas avoir beaucoup de latitude matrimoniale. D'ailleurs, on peut dire que globalement, Théodora est plutôt soupçonneuse avec Bélisaire. En plus de le faire surveiller jusque dans son lit, elle ne lui fait pas confiance. En 542, par exemple, le grand général est sur le front perse, encore une fois.
Une terrible épidémie de peste frappe alors l'Empire et Justinien est à l'article de la mort, terrassé par la maladie. Théodora entend alors dire que Bélisaire refuserait de revenir à Constantinople si jamais l'empereur mourait et que l'impératrice imposait un successeur. En gros, c'est une rumeur de sédition finalement. S'il n'est pas d'accord, il ne rendra pas les armes et constituera une sorte de contre-pouvoir. Que ce soit vrai ou pas, toujours est-il que le risque inquiète fortement Théodora. À peine son époux impérial revenu d'entre les morts, elle organise la disgrâce de Bélisaire. Il est rappelé du front oriental, déchu de son commandement, spolié d'une partie de ses biens, et il vit dans la peur constante d'être assassiné par un complot émanant du palais. Procope dit même de cette période que, je cite, « Il était assis sur son lit, tout seul, sans aucun courage, oubliant quel homme il avait été, constamment trempé de sueur et saisi d'un grand tremblement, tourmenté par des peurs d'esclaves et des préoccupations tout à fait lâches pour sa vie. » Bon, il faut dire que Procope, justement, qui est le secrétaire de Bélisaire, le considère comme une sorte de lavette à la botte de sa femme, donc il n'en a pas une vision très positive en général. Un homme affable, bon, courtois, spirituel, libéral, courageux, tel que je suis, et tel qu'il vous est interdit à jamais de vous croire, déplorable maraud. Finalement, Théodora organise son retour en grâce, quelques mois plus tard, après l'avoir bien laissé mariner dans son jus pour lui faire comprendre qui est la patronne. Et d'ailleurs, c'est pas le seul à se faire marquer à la culotte. Le général Cytas reçoit également une épouse choisie par Théodora, en l'occurrence sa propre sœur, Comito. Et l'impératrice joue comme ça les marieuses pour d'autres membres de l'aristocratie, quitte pour ça d'ailleurs à faire annuler les mariages qui ne lui plaisent pas. Un autre gars qui va finir dessoudé par Théodora, c'est notre grand financier en chef, l'infâme Jean de Cappadoce. Malgré son efficacité redoutable, l'impératrice ne l'a jamais aimé. Il faut dire qu'il n'était pas non plus franchement sympathique. En tout cas, apparemment, il était parvenu à la fin des années 530 à un niveau d'exaction délirant. Richissime, surpuissant, il avait acquis une telle assise dans l'appareil d'État que son influence en devenait tout bonnement dangereuse. Si vous ajoutez à ça une rivalité sourde avec Bélisaire et Théodora pour l'influence auprès de l'empereur, ça fait quand même beaucoup. En plus, sa récente réforme des gouverneurs provinciaux lui avait acquis paradoxalement l'amour du peuple, qui en avait ras-le-bol de leur malversation. Le big boss des impôts acclamé par le peuple, ça faut avouer que c'est quand même pas banal, hein. Bref, l'impératrice se résout à mettre un terme définitif aux fameuses orgies auxquelles le préfet du prétoire se livrait dans son palais. Et elle le fait à sa manière. Plutôt que d'envoyer des gorilles pour l'arrêter manu militari, elle préfère le piéger. Antonina, l'amie de toujours, se met en cheville avec la jeune et influençable Euphémie, la fille du Janot. Elle lui raconte que le couple impérial est devenu insupportable et qu'il est temps de se révolter. La combine monte tellement bien que Jean lui-même finit par accepter une entrevue, puis une deuxième. Là, Théodora tient son motif, elle est toute contente. Le préfet du prétoire est prêt à se lancer dans un complot contre l'empereur. Trahison! Calmez-vous, sire! Je vous en prie, ne jouez pas avec votre tension! Trahison! Au deuxième entretien, donc, le général Narcisse est présent en cachette et saute sur le Janot pour le coffrer. Manque de bol, le financier réussit à s'échapper et trouve refuge dans une église. Il est coincé maintenant et se trouve obligé de se faire moine pour rester sauf, bien reclus dans son monastère. Pour Justinien, la punition est largement suffisante et l'empereur est plutôt d'avis d'en rester là. Pour l'impératrice, par contre, non, il faut encore qu'il paye. Elle parvient, quelques mois plus tard, à le présenter comme coupable du meurtre d'un évêque et en profite pour lui retirer tous ses biens. Le Janot, auparavant un des hommes les plus riches de l'Empire, se retrouve à la rue, condamné à mendier son pain jusqu'à sa mort en 548. Et voilà, fallait pas chercher Théodora.
On s'amuse bien, mais il faut avouer que les années 540 commencent à sentir la fin de règne. Le bon peuple souffre et l'Empire craque de partout. En 541, la peste fait son macabre retour en Orient et frappe Constantinople de plein fouet jusqu'à son empereur. Les cadavres pourrissent dans les rues et rôtissent au soleil, et pendant ce temps, la guerre continue. Contre l'avis des financiers et des administrateurs, Justinien envoie Bélisaire faire la guerre aux Vandales pour reconquérir l'Afrique à partir de 533, mais la guerre et les révoltes continuent à faire rage à l'autre bout de la Méditerranée jusqu'au milieu des années 540. À partir de 535, c'est vers l'Italie que l'empereur tourne son grand général. Les années 540 et 550 vont nécessiter de fréquentes expéditions pour pacifier puis défendre ce nouveau territoire entre deux incursions des Perses en Orient. Pendant que la conquête s'éternise en Occident, la puissante Antioche est prise et pillée en 540 par le grand roi perse Khosroès. Bélisaire vole d'un théâtre d'opération à l'autre, franchit des milliers de kilomètres et engloutit des ressources gigantesques pour réaliser la chimère de Justinien. Les lignes de ravitaillement s'étirent, le poids de la conquête se fait toujours plus écrasant. En 541, la chute de Jean de Cappadoce redonne du poil de la bête aux gouverneurs rapaces, qui accentuent encore leur prédation sur le peuple des provinces. Les sécheresses et tremblements de terre qui accablent l'Empire rendent leurs exactions encore plus insupportables, et de violentes émeutes éclatent à Constantinople à partir de 547. Procope raconte même qu'une énorme baleine, nommée Porphyrios, terrorisait les marins. Apparemment, c'était un cachalot ou un orque gigantesque qui s'était retrouvé coincé dans le Bosphore à cause des courants marins et qui s'amusait à couler des navires au hasard pendant quand même 50 ans. Et le peuple se désolait de voir le grand empereur incapable de régler son compte à une pauvre baleine. La malheureuse Porphyrios, d'ailleurs, en chassant des dauphins, finit par s'ensabler sur une plage et elle est découpée vivante par les locaux. C'est dans ce contexte que Théodora, alors âgée d'environ 50 ans, est emportée par une maladie dégénérative inconnue le 28 mai 548. Le couple impérial n'a pas d'héritier. C'est donc seul que le grand Justinien va devoir poursuivre son règne jusqu'à sa propre mort à 83 ans en 565. Son impératrice, l'amour de sa vie, ne verra rien des difficultés dans lesquelles s'enfonce l'Empire, entre catastrophes naturelles et incursions sanglantes des barbares du Danube et des Perses. En 559, le vieux Bélisaire doit même être rappelé de sa retraite pour vaincre les Bulgares dont l'invasion manque de prendre Constantinople, fragilisé par le grand séisme de 557 qui a détruit une partie des murailles protégeant la grande cité. En 565, un accord sera tout de même trouvé pour que l'un des neveux de Justinien, Justin II, coiffe le diadème impérial. La stabilité politique est trouvée, mais une chose est sûre, l'Empire byzantin a déjà vécu son apogée. Les conquêtes arabes du 7e siècle vont fortement en réduire l'assise territoriale, et les empereurs des siècles suivants verront comme un âge d'or le temps où Justinien et Théodora tenaient les rênes du pouvoir, embellissaient la capitale, bâtissaient la grande coupole de Sainte-Sophie et rêvaient d'un empire romain restauré dans toute sa grandeur. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Moyen-Âge dans tes oreilles. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez apprécié ce petit voyage dans le temps et dans l'espace. On ne fait pas souvent de thèmes sur le début du Moyen-Âge dans ce podcast, mais de temps en temps, ça fait quand même du bien. Si vous aimez ce que je fais, vous pouvez liker, commenter, partager cet épisode. C'est un moyen gratuit mais terriblement efficace de me soutenir.
Vous pouvez également, si le cœur vous en dit, rejoindre les réseaux sociaux Facebook et Instagram, j'y publie plein de petites choses. Et si par hasard vous disposez de quelques deniers en stock dans votre besace, vous pouvez également visiter ma page Patreon sur laquelle vous retrouverez des formules d'abonnement, des goodies ainsi que des épisodes premium. Les informations pour tout ce que je viens de dire se trouvent dans la description. Merci à vous et à la prochaine!